téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réforme du système éducatif. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Saïd Ragab, professeur de la langue française à la Faculté des Lettres, Université de Fayoum. Bonsoir, bonsoir Dr. madame. Saïd Ragab. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est gentil. C'est de mon honneur. Merci à vous. Merci. Étant professeur à l'université, quels sont les problèmes que vous voyez les plus graves qui concernent actuellement le système éducatif en Égypte? Bon, bien, je vais commencer ma réponse par dire quelque chose, une phrase que j'avais entendue, qui résume un petit peu le problème de la réforme de l'éducation partout dans le monde. Une phrase qui dit que de l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. Voilà, c'est une phrase qui date depuis 2 siècles déjà, mais je pense que chez nous, en Égypte, nous en avons besoin et on n'a jamais eu tant besoin qu'aujourd'hui. Vous m'avez posé la question sur la réforme scolaire en tant que professeur à l'université. Oui, je vais commencer par dire oui, par faire un certain diagnostic de l'état actuel. Oui, le cas de l'éducation ou bien dans les universités, ça laisse encore à désirer. Nous avons beaucoup de problèmes qui concernent un petit peu le manque, ou bien qui se résume dans le manque, par exemple, de matériel parfois dans certaines facultés, le manque aussi dans les formations des enseignants à l'université. Nous avons aussi besoin de concentrer l'attention sur les bourses à l'étranger, d'envoyer des gens étudier et faire des thèses de master et de doctorat à l'étranger pour bien sûr profiter de l'expérience et des gens à l'étranger et pour nous transporter les connaissances actuelles dans beaucoup de pays occidentaux. Et donc là, je pense que l'état de l'éducation à l'université, ça laisse encore à désirer. Malgré bien sûr bien que beaucoup d'efforts sont en train de se faire et ont été faits depuis un certain temps, mais je pense que ça laisse encore à désirer. Docteur Saïd Ragab, vous voyez que par où nous devons commencer à remédier ces problèmes par l'éducation scolaire ou celle universitaire, ou bien les deux ensemble et en même temps? Ça, c'est une question très intelligente. Merci de me l'avoir posée. Je pense personnellement qu'on doit commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'on doit commencer par essayer d'améliorer l'enseignement dans les écoles, l'enseignement pré-universitaire. Parce que je pense que contrairement à ce qu'on dit, par exemple, parfois on dit que le poisson commence à pourrir de la tête, mais je pense qu'on doit, la tête ici, c'est l'école. On doit s'intéresser ou bien mettre la projection sur l'enseignement et la réforme dans les écoles, surtout primaires. Parce que à l'université, c'est déjà trop tard. On reçoit, je vous assure qu'on reçoit des étudiants qui sont très mal formés pendant leurs années d'études, pendant leur scolarité à l'école. Oui, bien sûr. Vous avez, bien sûr, j'entends des voix dire actuellement que il y a même des élèves dans le cycle primaire qui ne maîtrisent pas très bien certaines connaissances de base comme l'écriture, le calcul, la lecture et le réveil. Et donc c'est très 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 grave, c'est très alarmant. Et on doit, je pense, recommencer au bas de l'échelle, c'est-à-dire commencer à mettre en place un système et prendre des mesures prioritaires pour réformer un petit peu l'école dès le début, c'est-à-dire à l'école primaire. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé à plusieurs reprises que l'éducation est un axe très important pour la formation d'une personne distinguée. Comment voyez-vous, ou bien voyez-vous que le niveau des enseignants est bas, ou bien les programmes scolaires sont-elles stériles? Bon, je pense que le président de la République, il a tout à fait raison d'avoir dit ça parce que il a raison parce que l'enseignement ou bien la réforme de l'éducation, c'est là où réside effectivement le progrès d'une nation. Parce que quand on commence à réformer l'enseignement, c'est-à-dire qu'on va former les jeunes de demain dont dépend l'avenir de notre pays, à savoir l'Égypte. Mais pour votre question, je pense que les deux à la fois conduisent au même résultat. C'est-à-dire que
je pense que nous avons besoin de professeurs bien qualifiés. Il n'y a pas il n'y a pas suffisamment de formation continue pour les professeurs de français, pour les professeurs en général, pas pour les professeurs, excusez-moi. Et donc, nous avons besoin de nous intéresser à la formation continue des professeurs dans les écoles. Nous avons besoin aussi de changer un petit peu les méthodes traditionnelles, les méthodes archaïques qui sont en train de se mettre en place depuis des années et des années. Ces matières-là qui sont basées sur la répétition, sur le par cœur, ces matières-là qui considèrent que l'enfant ou l'élève est une tablette de cire où s'impriment automatiquement les connaissances. Oui, ce sont des matières qui ne s'intéressent pas du tout aux activités qui forment ils construisent la personnalité de la personne et de l'élève. Et donc, nous avons besoin, oui, d'un changement radical, effectivement, concernant les méthodes à la fois et aussi la formation. Nous avons besoin de former des professeurs pour que la qualité de l'enseignement soit comme avant. Oui. Les uns voient que promouvoir le développement en Égypte aura lieu en donnant la priorité à l'éducation, comme l'a fait le Premier ministre Mahathir Mohamad en Indonésie. Est-ce que nous sommes en fait capables de faire ce changement en dépit de coûts élevés? Oui, bien sûr. Je vais vous dire une chose avant de répondre à votre question. Je vais commencer par faire... Je sais que l'Indonésie, c'est un des pays qui avait commencé déjà la réforme et avec nous depuis les années 50, les années 60. Et ils ont fait un long chemin et ils ont fait, je pense, un très grand progrès dans ce domaine-là. Maintenant, c'est un des pays qui est vraiment développé dans tous les domaines. Mais je pense, d'après ce que j'ai entendu dans les médias et à travers les spécialistes, et d'après qu'on voit même à travers les débats à la télévision, j'ai constaté deux choses importantes. C'est que la première chose que j'avais constatée et qui est très importante à mon sens, c'est que les gens disent que l'école va mal, nous avons un problème, ça marche pas, mais si ça marche pas en Égypte, c'est que ça marche pas dans beaucoup de pays arabes et même dans beaucoup de pays occidentaux comme la France par exemple. Mais ce n'est pas un justificatif. On doit jeter un coup d'œil sur les pays qui ont déjà commencé comme l'Indonésie et c'est un pays exemplaire. On doit suivre l'exemple de ce pays, bien sûr. Le deuxième constat que j'ai fait et qui est vraiment beaucoup plus important que ça, c'est que on dit souvent que par exemple, si vous jetez un coup d'œil sur les ministres de l'éducation successifs depuis la révolution de 1952, vous voyez, il n'y a jamais il n'y a eu une politique de continuité dans le travail. Comment voulez-vous, par exemple, comment voulez-vous qu'il y ait une forme longue, durable et pertinente, alors que celui qui va arriver dans le pouvoir, par exemple, ou bien comme ministre de l'Éducation, il n'a pas forcément envie de continuer ce qui a été fait par l'autre ministre. Et donc, cette politique de discontinuité dans le travail rend la situation compliquée. On commence une réforme, on fait un chemin et puis on s'arrête. Enfin, on recommence à zéro. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on met en place un système de réforme, elle est chamboulée, elle est changée de fond en comble et on recommence dès le début. Et donc je pense que ce genre de politique a beaucoup, c'est j'ai l'impression qu'on marche parfois sur la tête en faisant des choses comme ça. Oui. Docteur Saïd Ragab, nous voyons qu'autrefois il n'y avait pas de moyens techniques modernes comme l'Internet ou même l'ordinateur, mais les Égyptiens vivaient une renaissance éducative et en même temps beaucoup d'entre eux étaient des pionniers dans tous les domaines, ou bien on peut dire dans plusieurs domaines. Oui. Alors qu'actuellement toute information est disponible devant l'élève ou l'étudiant et quand même des générations d'universitaires sont diplômés, comme vous l'avez dit au début de cette édition, ils sont diplômés mais ils ne sont pas du tout éduqués. Oui. Comment pouvez-vous ou bien comment l'Égypte pourrait-elle combler cette lacune?
Bon, vous avez fait, c'est très difficile d'établir la comparaison entre l'enseignement d'autrefois et d'aujourd'hui. Oui, il y a tout un tas de moyens de technologie comme Internet et tout un tas de progrès dans un certain domaine, mais je pense que la comparaison sera injuste parce que l'éducation autrefois n'est pas tout à fait la même aujourd'hui. Vous avez, par exemple, je vais vous citer ou bien parler d'un seul point très important, c'est par exemple à l'école, les massifications des classes. Par exemple, moi j'étais par exemple élève dans les années 80, au début des années 80. Moi je vous assure que les classes de maintenant ne sont pas du tout comparables à celles qui étaient par exemple dans les années 80 ou dans les années 70 en ce qui concerne la massification des classes. Les classes maintenant sont bondées, surtout dans les écoles publiques. Vous avez un professeur qui est devant 70 et 80 parfois élèves en classe. Comment voulez-vous qu'un professeur travaille dans les meilleures conditions possibles alors qu'il a affaire à un excès de nombre, dans les élèves. Mais oui, il y avait surtout avant la volonté. Il y avait une certaine volonté parce qu'il y avait d'exemples à suivre. Il y avait d'exemples. Et on avait aussi cette volonté parce qu'on savait déjà qu'en terminant les études, on aura bien sûr changé notre vie pour le meilleur parce qu'on aura un poste, parce qu'on aura, bien sûr réalisé nos rêves dans l'avenir. Mais aujourd'hui, avec le taux croissant de chômage et avec toutes ces déceptions quotidiennes qu'on voit, il y a des gens parfois qui se disent à quoi bon vouloir continuer les études, bien même si je termine mes études avec excellence, je n'aurai pas de travail et tout ça. Et les déceptions s'accumulent les unes derrière les autres et la paupière s'explose. C'est l'enseignement qui se casse la figure, à mon avis. Oui. Oui. Comment une réforme scolaire pourrait être réalisée alors que les cours privés sont le moyen essentiel de l'acquisition des sciences par les étudiants? Oui, voilà, les cours privés, ça c'est une autre paire de manches. C'est un problème très grave en Égypte parce que, vous voyez, si on veut aller dans notre diagnostic, nous sommes d'accord sur le diagnostic, c'est-à-dire l'école va mal, et il y a un problème quelconque. Et ça commence effectivement ici, à l'école, parce que l'école n'est pas aimée ou bien elle est mal aimée. Elle n'est plus aimée comme avant par les élèves. Oui, bien sûr, parce que ici, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête parfois quand il s'agit de l'enseignement primaire. L'enseignement primaire, elle a besoin de qualité professionnelle très forte au niveau de la psychologie de l'enfant et au niveau de la formation. Bon, je vais aller plus loin dans l'explication de ce point. Par exemple, voyez-vous qu'un élève qui a 6 ans, il vient intégrer à l'école à cet âge-là, à cet âge où on le retire complètement de son monde à lui, de son monde où il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de bouger, de jouer tout le temps, tout le temps. Et on le demande de se mettre dans son pupitre pendant un grand nombre d'heures, pendant 6 heures ou 5 heures d'affilée, à concentrer l'attention, à apprendre, à écouter, à tout ça. Donc, il faut surtout intéresser l'élève pour qu'il aime aller à l'école. Aller à l'école. Oui. Et ensuite, pour le matériel étant archaïque, étant traditionnel, nous avons, et même les professeurs qui ne travaillent pas comme il faut, les professeurs qui sont mal qualifiés et qui, vous voyez, j'entends par exemple des voix qui disent que le profit effectif à l'école, c'est 0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les parents se plient en 4 pour donner des cours privés à leurs enfants. Parce que, vous voyez, étant donné que l'école n'est plus profitable à leurs yeux comme avant, et ils ont recours à ça. Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils estiment que c'est nécessaire, les cours privés, parce que ça compense un petit peu les salaires bas qu'ils touchent, parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Ils ont raison. Ils ont raison quand même. Et vous voyez, c'est un vicieux, c'est un cercle vicieux qui se répète à l'infini. C'est à chaque fois par exemple, qu'on essaie de réformer quelque chose, on voit que on commence à avoir des lacunes et dans d'autres domaines, à avoir des lacunes et des points faibles dans d'autres. Lacunes, c'est effectivement comme un engrenage auquel on ajoute des grains de sable et par la suite ça va bloquer. Donc comment voyez-vous qu'on peut attirer l'enfant aux sciences et aux matières et aux programmes qu'il étudie à l'école?
Bon, je pense que on doit d'abord inciter le désir de l'enfant, l'intéresser. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà entendu parler à travers des amis que je connais bien et qui ont déjà envoyé leurs enfants dans des écoles privées où ils adoptent une méthode qui s'appelle Montessori. Montessori, je pense que c'est une méthode qui essaye de donner la chance à l'élève d'évoluer à son propre rythme. C'est-à-dire que ça donne l'élève à beaucoup plus d'espace pour s'amuser. Et l'école doit être avant tout un lieu de plaisir. Ce n'est pas un lieu de stress, un lieu de violence. Oui. Vous voyez, Oui. Je pense que là-bas, les enfants, ils apprennent en jouant, ils apprennent en s'amusant, en chantant, oui. tu voyez, en se barbouillant quand même parfois le visage avec des couleurs. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils apprennent tout ce qu'ils veulent, mais en s'amusant en même temps. C'est ça le côté plaisir qu'on a négligé complètement chez l'enfant. Et par la suite, c'est effectivement le désintérêt total des parents et des élèves vis-à-vis de l'école. Oui, même pendant la période des examens, les professeurs de gymnastique ne viennent pas à l'école et ils sont remplacés par d'autres professeurs de matière, on peut dire une matière essentielle à l'école. Voilà. Parce et que la musique là, aussi, vous touchez un point très essentiel. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté négatif dans l'enseignement égyptien, c'est qu'on néglige souvent les matières, qu'on dise les matières qui... Le sens, la musique, la gymnastique, le dessin et tout ça. Ça fait appel, je ne sais pas, ça fait appel pas seulement à l'intelligence de l'enfant, mais ça fait appel à son fort intérieur. Ça interroge un petit peu sa personnalité. Sa personnalité. Oui, il aide à former effectivement sa personnalité dans l'avenir. Parce que l'éducation, ce n'est pas non seulement le fait d'apprendre et d'acquérir quelques connaissances, mais ça aide aussi à construire la personnalité de l'individu ou de l'enfant qui sera bien sûr l'homme de demain. L'homme avec un H majuscule, bien sûr. La réforme éducative, vous voyez qu'elle devrait se concentrer sur les programmes ou bien sur les méthodes d'éducation? Eh bien, je pense que la réforme doit concentrer sur les deux. Oui. On ne peut pas dire que le fait de s'intéresser à une chose va compenser l'autre. Non, on doit se concentrer et mettre la projection sur les méthodes et aussi sur les méthodes et sur la formation de professeurs. Je vais vous parler par exemple d'une expérience personnelle parce que je connais pas mal de professeurs qui travaillent dans notre domaine comme professeurs de français. Je sais que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement ici en Égypte, elle a mis en place depuis des années, depuis plus de 20 ans ou de 18 ans, un système de formation qu'on appelle formation à distance et qui se fait même par le biais du ministère de l'Éducation. Et donc, c'est une formation à distance qui se fait actuellement sous forme de visioconférence. Et donc, c'est très intéressant. Au début, ça a été très intéressant parce que nous avons besoin de former les professeurs. Nous avons besoin que les professeurs soient toujours en contact avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux outils pédagogiques et tout ça. Et on essaie de relever un petit peu leur niveau même leur niveau en tant que professeur pédagogiquement et sur le point ou bien au point de vue de connaissance. Mais le problème, c'est que avec le temps, les professeurs ont perdu totalement l'intérêt d'y aller. Ils viennent le matin pour faire acte de présence et pour avoir à la fin le quitus pour leur travail, mais ils ne participent pas activement. Vous voyez par exemple un professeur ou deux qui essaient de tirer leur épingle de jeu, ils essaient de participer, mais de partager avec les autres. Mais vous voyez, c'est comme effectivement une oasis de partage, mais c'est dans un désert de solitude. Oui. Parce que tout le monde ne participe pas à la fois. Parce qu'ils sont une minorité. Voilà, voilà. Et donc je pense que ça... C'est en concentrant sur les deux qu'on peut aboutir à la fin à une bonne réforme de système éducatif. Oui. Selon vous, quels sont les problèmes et les points de faiblesse dans les méthodes d'éducation en cours?
Bah, je pense que les méthodes, par exemple, les méthodes sont complètement archaïques, sont traditionnelles. Bah, les méthodes ne concentrent pas, ou bien ne volons des méthodes qui interpellent et qui fait appel à l'intelligence des élèves. Nous voulons des méthodes, par exemple, je vais vous parler par exemple de quelque chose. Nous voulons, comme avant par exemple, nous voulons des méthodes qui mettent l'accent sur la pratique, le côté pratique, et non pas sur le côté théorique. Vous voyez par exemple dans les années 80, les années 70 et les années 80, on avait dans les écoles techniques un système qui s'appelle l'accompagnonnage. Le compagnonnage, c'est le fait que le professeur accompagne toujours les enfants, les élèves, dans un laboratoire ou dans un atelier pour les travaux manuels. C'était le fait de consacrer un petit peu le tiers de temps pour les classes, c'est-à-dire pour le côté théorique, et ensuite on peut consacrer un tiers de temps aussi pour le côté pratique, où le professeur peut accompagner les élèves dans un labo de langue, dans un labo je ne sais pas de quoi, et dans un atelier, et les entraîner à mettre en application les connaissances qu'ils ont déjà acquises en classe. Et on peut consacrer enfin le dernier tiers de leur temps à faire des activités, parce que les activités estudiantines, les activités scolaires dans les écoles, c'est quelque chose qui aide à former la personnalité, qui aussi aide à éviter la monotonie de l'école, aide à faire aimer l'école vis-à-vis ou bien pour les élèves. Oui. Plusieurs recherches scientifiques dans de différents pays du monde prouvent que l'enfant doit vivre son enfance et jouer, et que le développement psychologique et sanitaire crée une personne saine et utile à sa société. Mais l'élève souffre ici d'un excès de devoirs, de l'étude par cœur et de cartables trop lourds. Alors commentez s'il vous plaît. Oui, vous avez raison, parce que moi j'en souffre personnellement, parce qu'avec mes enfants, j'ai un petit enfant de 2 ans qui va à son école le matin en portant sa sacoche, et c'est vraiment très lourd avec tous les cahiers qui sont entassés dedans, tous les livres et tout ça. Et ils reviennent parfois de son école en disant comme quoi nous avons pris aujourd'hui 2 séances seulement parce que les autres professeurs étaient absents, ou bien parce qu'il y avait des remplaçants ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça s'ajoute à ce que j'avais dit, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'école n'est plus le produit, ou bien l'école aujourd'hui produit le contraire de ce qu'il doit produire. C'est-à-dire que on est en train de faire rejeter un petit peu le rôle de l'école. Et c'est très important. L'école joue un rôle très important et un rôle essentiel, parce que l'école, c'est l'image de la société. Si vous voyez par exemple que les gens dans la société ont tendance à la violence, c'est que dans les cours, dans l'école, que les élèves et les enfants ont tendance à la violence. Oui. C'est dans la société, les gens, il y a du clivage et de séparation entre les gens, c'est que ça est aussi c'est le cas existe, c'est le cas à l'école. Et donc l'école joue un rôle très primordial dans la vie des gens. On doit bien sûr éviter, ou bien on doit essayer d'éveiller ce désir chez les élèves comme avant, parce que maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'absence. Vous voyez, parce que j'entends parler même de mes amis que leurs enfants ne vont plus à l'école, ou bien ils peuvent s'absenter pendant un mois sans que l'élève soit puni, et même sans que l'élève sans que l'élève sente le besoin d'y aller. Il y a aussi toute une autre politique qui est adoptée en ce moment par l'école et par les institutions scolaires, c'est que quelque chose de grave, c'est la notion de la réussite pour tous, l'excellence pour tous. Ça, c'est une notion qu'on doit supprimer totalement de notre vie. Bah, c'est pas logique. C'est pas logique, même au niveau des individus, de différences individuelles entre les élèves. Oui, il faut que les élèves, l'enseignement soit le même pour tous les enfants. On doit donner le même niveau d'enseignement à tous les citoyens et à tous les élèves en même temps, mais il faut tenir compte des différences individuelles entre les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi important pour moi l'excellence ou la quasi-excellence de certains élèves ou de tous les élèves. Non, c'est une politique de détruire un petit peu la société, parce que la société, il y a souvent, selon la répétition logique,
Nous avons les meilleurs, les moyens et les faibles. Il doit y avoir des faibles auxquels on doit faire attention, à qui on doit remédier leurs lacunes, à qui ou bien pour qui... essayer de lever leur niveau. Voilà, pour essayer de relever leur niveau. Mais dans les écoles maintenant, tout passe. Tout passe. Je pense que tout passe. Saïd Ragab, j'avais le plaisir de vous accueillir au studio, mais nous parvenons malheureusement au terme de cette édition. Et je vous remercie, docteur Saïd Ragab, professeur de langue française. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie infiniment de m'avoir invité, c'est gentil. Merci à vous. Merci. À la faculté des lettres, l'université de Fayoum. Chers téléspectateurs, Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée.